3, 2, 1. Here we go! Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette deuxième journée de l'édition Cyclo 2021 Nouvelle-Aquitaine où, comme vous le savez, nous nous trouvons à Bordeaux en compagnie de certains ou certaines intervenantes qui s'expriment devant vous à travers les 4 nouvelles conférences ou tables rondes qui auront lieu tout au long de cette journée, avec les 2 premières ce matin et la toute première par laquelle nous commençons, consacrée à repenser l'eau en ville ou comment mettre en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales pour faire face aux enjeux de qualité et de quantité. Je vous présenterai nos intervenants dans un instant qui se succéderont soit en présentiel comme pour le cas de M. Hamelin, Éric Hamelin, qui est directeur des services techniques de la mairie à la mairie de Cap-Breton, que je vous présenterai plus avant dans un instant, mais nous aurons également plusieurs intervenants en visioconférence. Vous connaissez les particularités du contexte que nous vivons et donc, par commodité, certains nous rejoignent à distance. Et pour commencer, Jean-Yves Boga, expert en gestion territoriale au département ressources en eau et milieux aquatiques de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est avec nous depuis Toulouse, en duplex, comme on dit à la télévision, pour nous présenter, à travers les interventions de l'agence, cette notion de gestion des eaux pluviales et notamment les enjeux liés à la gestion intégrée des eaux pluviales. Merci Jean-Yves Boga pour votre présence parmi nous, par écran interposé. Je vous laisse nous faire cette présentation qui a aussi pour objectif de planter un peu le décor de nos échanges et des différentes présentations. Et je vous laisserai lancer en temps utile les quelques images que vous allez nous proposer en vidéo. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Yves Boga, c'est à vous. Donc promouvoir et mettre en œuvre la gestion intégrée des eaux pluviales est d'autant plus prégnant que l'on est face, sur le bassin Adour-Garonne en particulier, à un double contexte. Premier contexte, c'est l'adaptation au changement climatique. On sait qu'à horizon 2050, le changement climatique va générer des épisodes pluvieux de plus grande intensité. Et deuxième contexte, c'est l'évolution démographique dans le sud-ouest, puisque le bassin Adour-Garonne devra accueillir entre 1,2 et 1,5 million d'habitants de plus à horizon 2040, en particulier sur les 3 pôles qui sont déjà urbanisés, à savoir l'agglomération toulousaine, l'agglomération bordelaise et le secteur Pays-Basque Pau. Et une urbanisation mal maîtrisée peut engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des dysfonctionnements au niveau de la gestion des eaux pluviales. Alors, la gestion des eaux pluviales est un domaine qui croise de multiples enjeux, des enjeux que l'on peut qualifier plutôt de techniques et des enjeux plus organisationnels. En ce qui concerne les enjeux techniques, il s'agit de limiter les entrées d'eau pluviale dans les réseaux de collecte par leur gestion à la source en évitant ce qu'on appelle le tout tuyau. Aujourd'hui, le tuyau reste la norme, ce qui fait qu'il y a une marge de progrès importante pour les techniques de gestion intégrée des eaux pluviales. Il s'agit de contribuer à la reconquête de la qualité des eaux de rivière en limitant le rejet des eaux pluviales sans traitement en cas de forte pluie dans les cours d'eau via les déversoirs d'orage. Autre enjeu important, c'est lutter contre le ruissellement des eaux de pluie et rendre la ville plus perméable en évitant des débordements dans des zones de lotissement, par exemple. Schématiquement, il s'agit de passer de la ville entonnoir à la ville éponge pour donner une image et de limiter l'artificialisation des sols et de récupérer les eaux de pluie au plus près de là où elles tombent. Troisième enjeu, c'est végétaliser, renaturer la ville, maintenir la biodiversité ordinaire, on parle beaucoup de trames vertes et bleues, créer des îlots de fraîcheur dans les centres urbains, dans un contexte, comme je disais tout à l'heure, de changement climatique. Et quatrième enjeu technique, c'est préserver des usages et des activités économiques, en particulier sur les zones littorales, avec la conchyliculture et la baignade. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'au-delà de ces enjeux techniques, il y avait 2 autres enjeux qui sont très importants et préalables, des enjeux plus organisationnels qui constituent des clés de réussite, à savoir donc, le décloisonnement des services techniques des collectivités
pour aller vers des approches transversales, puisque les techniques de gestion intégrée des eaux pluviales font appel à diverses ingénieries. On a à la fois de l'assainissement, de l'hydraulique, de la voirie, des espaces verts, des paysages. Et deuxième enjeu organisationnel, c'est acculturer les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études en particulier sur ces techniques, les collectivités, les décideurs et les élus, et aussi des acteurs de l'urbanisme, que ce soit les agences d'urbanisme, les architectes, les promoteurs, sur ces techniques de gestion intégrée des eaux pluviales qui ne sont pas encore, entre guillemets, la norme. Et pour cela, l'Agence de l'eau vient de financer une animation avec l'Office international de l'eau pour organiser localement des journées techniques de sensibilisation sur les techniques de gestion alternative des eaux pluviales. L'Agence de l'eau donc, accompagne financièrement à hauteur de 50% tous ces projets de gestion intégrée des eaux pluviales et exceptionnellement, dans le cadre du plan de relance, ces projets sont financés à hauteur de 70%. Donc, il s'agit des travaux aménagement en zone urbanisée existantes pour infiltrer les eaux pluviales, donc que ce soit des techniques type TNOU, paysagères, des chaussées réservoirs, des bassins d'infiltration, des espaces de pleine terre, des jardins de pluie, et également les travaux de désimperméabilisation. Depuis le début du 11e programme, début 2019, on a financé 25 projets de ce type, et on note depuis le début de l'année 2020 une nette montée en puissance en termes de demande de dossiers. L'Agence de l'eau vient de réaliser un petit film de vulgarisation sur la gestion des eaux pluviales intégrées, illustré par une opération qui a été financée en 2020 par l'agence, qui est achevée aujourd'hui dans le quartier Renoir à Portée-sur-Garonne, dans la banlieue toulousaine. Donc, je vous propose de regarder ce petit film qui dure à peu près 6 minutes. Plus personne ne conteste aujourd'hui le réchauffement climatique. Il y a des chantiers partout. Et combien des chantiers que nous voyons, que nous traversons, sont des chantiers qui ne tiennent pas compte aujourd'hui de ce phénomène. Il faut donc que la prise de conscience soit rapide, en profondeur, et que les élus, responsables politiques, les services, leurs collaborateurs, prennent conscience de ce que seront demain de vraies contraintes. Il faut conceptualiser différemment l'aménagement de la ville. Depuis plus d'un siècle, les eaux pluviales sont considérées comme une contrainte à gérer. L'objectif est de les évacuer le plus rapidement possible des villes. Les eaux pluviales sont ainsi collectées dans des réseaux d'eau usée ou des réseaux spécifiques et se rejettent dans les rivières. Si ce mode de gestion coûteux a longtemps répondu à nos attentes, il présente aujourd'hui certaines limites. Le fait de collecter les eaux pluviales accélère les écoulements et augmente les débits à l'aval. Lorsque les eaux de pluie ruissellent sur les surfaces puis dans les canalisations, elles se chargent en polluants et rejoignent directement les cours d'eau sans traitement lorsque la collectivité dispose d'un réseau séparatif. Dans le cas où les eaux pluviales sont mélangées aux eaux usées, une partie est acheminée jusqu'en station d'épuration et une autre partie est rejetée directement dans le milieu naturel. Ces différents rejets peuvent impacter la qualité des eaux des rivières, mais également avoir des incidences sur les usages de l'eau, tels que l'eau potable, la baignade, la conchyliculture ou encore la pêche à pied. Par ailleurs, cette gestion tout tuyau peut accentuer les débordements de réseaux et les phénomènes d'inondation. C'est par exemple le cas du quartier Renoir à Portée-sur-Garonne, qui a amené les élus à repenser la gestion des eaux pluviales différemment. Le quartier Renoir est un quartier qui s'est développé voici une cinquantaine d'années en utilisant pour traiter ces eaux pluviales des tuyaux. Mais il se trouve que ce quartier est légèrement en cuvette. Et donc, progressivement, du fait de l'urbanisation, le quartier s'est retrouvé donc, sujet à des inondations lors de très fortes précipitations. Plusieurs réflexions ont précédé la réalisation des travaux. Nous avons regardé tout d'abord le réseau. Nous avons regardé au-delà du quartier les possibilités. Et puis, une solution nous a conduit donc à déconnecter le quartier. On a, grâce à des espaces disséminés et disponibles un petit peu partout dans le quartier, pu créer différents dispositifs tels que des bassins de rétention et d'infiltration, des noues,
et des zones de désimperméabilisation, donc des espaces qui permettent à la fois de gérer les eaux pluviales, mais aussi qui apportent un aménagement paysager complètement intégré au quartier, qui permet aussi d'apporter de la fraîcheur en période estivale. Nous avons opté pour cette solution qui nous intéressait d'un point de vue économique, puisque la question de l'eau pluviale est une question qui va se poser de plus en plus face aux événements violents, face à l'imperméabilisation des sols, et que c'est un coût non négligeable pour la collectivité. Pour réussir ce genre de projet, il est important de mettre en place un travail transversal avec toutes les équipes qui vont pouvoir intervenir sur le projet d'aménagement, des services espaces verts aux services voirie et hydraulique bien sûr, et puis s'appuyer sur un bureau d'études compétent en la matière qui va aussi rassembler l'ensemble de ces disciplines et que chacun puisse mettre la pierre à l'édifice. Pour une pleine réussite du projet, c'est important aussi pour nous que les riverains soient intégrés à la démarche. Donc on les a beaucoup rencontrés pendant le chantier et même après, suite aux derniers orages. Les habitants conviennent avec nous que c'est une solution qui a porté ses fruits et qui a permis au quartier d'éviter les inondations que Cave et Garage auraient connues autrement. Je pense que la question de l'eau et de l'urbanisme est une question extrêmement sensible. Il faut que nous soyons extrêmement prudents, que nous anticipions ces questions, que nous puissions, par exemple, dans nos PLU, poser le principe d'infiltration à la parcelle, parce que les intempéries à venir font des maires ou des élus en charge de l'urbanisme, les PLU, les maires, les PLUI, les intercommunalités, les SCOT, font donc des élus locaux, des responsables de sujets qui seront certainement terriblement coûteux, terriblement onéreux, et sur lesquels nous n'aurons pas le droit de ne pas agir. Il y a vraiment un intérêt à réfléchir à une échelle territoriale, à la fois pour définir des règles d'urbanisme, mais aussi pour définir les projets d'aménagement qui vont répondre aux enjeux locaux. Alors les enjeux sont bien sûr les enjeux d'inondation, mais aussi des enjeux de pollution et de qualité des eaux. Dans le cadre de son 11e programme, l'agence aide les collectivités dès l'amont de leur réflexion, donc à la fois sur des études de planification, des études de schéma directeur de gestion des eaux pluviales, mais aussi les études de faisabilité qui vont définir les travaux. Et puis bien sûr, l'agence aide les travaux de désimperméabilisation, d'infiltration notamment. On sait que l'augmentation de population sur le bassin Adour-Garonne va être très forte. Donc ces approches sont vraiment à développer puisque les difficultés auxquelles on est déjà confronté aujourd'hui ne vont que s'intensifier demain. Nous avons tous, ça n'est pas seulement le problème de l'urbanisme, mais nous avons tous à tirer les conséquences de ce que seront les modifications auxquelles nous allons devoir faire face. L'eau étant un des éléments forts de la ville, de la cité, il faut absolument et rapidement évoluer dans la conception que l'on a de l'aménagement urbain. Merci Jean-Yves Boga pour ces images. Vous êtes de nouveau à l'écran. Si vous avez quelque chose à ajouter, ou en avez-vous terminé pour cette partie ? Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que par rapport aux 25 projets qu'on a financés depuis début 2019, donc ça représente à peu près 200 000 m² de surface active traitée, avec un objectif à la fin 2024 de financer des opérations pour 1 million de mètres carrés. Merci Jean-Yves Boga. Juste une petite question que m'a inspiré votre intervention à ce stade. Vous avez parlé de niveau d'aide exceptionnel à hauteur de 70% dans le cadre du plan de relance, juste pour notre gouverne. Et pour comparer, c'est donc un taux qui a été augmenté de combien par rapport au niveau d'engagement habituel ? Alors, notre taux de base était de 50% en début de 11e programme. Donc, on l'a bonifié de 20%. D'accord. Pour aller de 70% jusqu'en septembre 2021. Merci pour ce rappel qui pourra intéresser évidemment un certain nombre d'acteurs qui pourront faire appel à ce type d'aide. Merci Jean-Yves Boga. Je vous ai donc présenté rapidement tout à l'heure Éric Hamelin qui est à mes côtés, directeur des services techniques à la mairie de Cap-Breton. Merci Monsieur Hamelin pour votre disponibilité et votre présence parmi nous.
Vous allez nous parler des actions engagées justement sur ce sujet sur Cap-Breton en termes de gestion des eaux pluviales, notamment par désimperméabilisation et peut-être de la prospective par rapport à d'autres travaux que vous prévoyez. Je vous laisse nous présenter ça en quelques minutes là aussi, mais nous aurons peut-être des questions à vous poser ultérieurement, non seulement de ma part, mais également peut-être via le chat, puisque à tout moment, nos participantes et participants qui nous regardent peuvent intervenir sur le chat pour vous poser des questions et vous interpeller directement. Très bien, pas de problème. Alors, bonjour à tout le monde. La mairie de Cap-Breton a réalisé en 2018 une place qu'on a dédiée à l'infiltration et à la désimperméabilisation. Donc, ce projet il est issu d'une étude de redynamisation du centre-ville qui a indiqué qu'il fallait qu'on crée du parking. Et on a saisi cette opportunité pour aménager la place de la gare. Et toujours dans le même cadre, c'était une volonté forte de la municipalité de trouver de nouveaux procédés de gestion des eaux pluviales qui allaient être intégrés au schéma directeur des eaux pluviales qui était en cours d'établissement. Donc la place de la gare, c'était une place qui était extrêmement revêtue en enrobé. Il y avait un petit giratoire au milieu. C'était une voie très passante. Il y a plus de 10 000 véhicules le jour sur cette place. C'est un des accès principaux sur le centre-ville. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, il y avait beaucoup d'enrobés un peu partout, des surfaces extrêmement imperméabilisées. Donc, voilà comment se définissait la route, avec le giratoire au milieu. Donc, le choix qui a été fait, on a pris un cabinet, un groupement avec un urbaniste qui s'appelle Samasusu, un paysagiste et un bureau d'études VRD. Donc, on a revu totalement la place avec des parkings, puisque au départ, c'était quand même la volonté de pouvoir avoir du parking à proximité de l'hypercentre. Donc, des voies d'accès au parking en béton drainant de façon à limiter aussi l'impact de l'eau sur les voiries et plus tard sur nos cours d'eau et à la fin sur nos plages qui nous posent des problèmes aussi de salubrité. Donc, toute la desserte était donc en béton drainant. Les parkings eux-mêmes étaient empierrés et revêtus de copeaux. De façon à pouvoir infiltrer également les espaces verts, bien sûr, avec des noues qui permettaient d'infiltrer au maximum. Et on avait créé un grand bassin, une grosse noue d'infiltration au centre qui fait 180 mètres cubes et qui permet, elle, de réguler tout ce qui arrivait depuis les voiries. Quand elle était chargée, on avait mis en trop-plein une grille en point haut de façon à pouvoir, en cas de débordement, pouvoir renvoyer sur le réseau. Chose que pour l'instant n'est pas arrivée puisqu'on a la chance d'avoir du sable sur Cap-Breton et donc on a une grosse capacité d'infiltration. Donc sur l'ensemble de la place, on a pu désimperméabiliser 56% de toute la place. Il y avait 6200 mètres carrés. On a juste conservé les voiries et les parkings et les trottoirs, pardon. Donc là, on a un petit tableau avec la configuration de la place. Donc sur les superficies qui ont été désimperméabilisées, comme je vous le disais tout à l'heure, on était autour de 56%. Voilà la place réalisée à la fin, ce qu'elle donne. Donc on voit les voiries habituelles et puis tous les espaces paysagers, les espaces de parking où on voit les copeaux et qu'on a fini par remplacer pour des problèmes d'adaptabilité. On a mis plutôt des aiguilles de pin finalement, parce que ça a quand même quelques contraintes de faire des parkings perméables. C'est qu'avec le temps, les copeaux se désagrègent petit à petit et après ça finit par faire une espèce de bouillasse quand il pleut. Donc il faut avoir il y a des contraintes d'entretien, donc tous les ans, on remplace ces matériaux et aujourd'hui, on utilise surtout, nous, des aiguilles de pin qui sont plus faciles pour marcher. Et j'imagine que vous avez un gisement local aussi. Voilà, on a la facilité d'avoir des forêts de pin juste à côté, donc on vient taper dans nos aiguilles de pin sur nos espaces verts ou sur les espaces forestiers qui sont à proximité. Voilà, après nous, l'idée aussi c'était, puisqu'on a parlé dans le petit reportage sur les îlots de fraîcheur,
Là aussi, la volonté, c'était de faire rentrer un peu la forêt en ville. Donc voilà un petit peu de près ce que ça donne. Donc vous avez les parkings sur la première photo à gauche où on voit le revêtement en aiguille de pin. Sur la photo de droite, on voit, alors bien sûr, ça n'a que 2 ans, donc il va falloir un petit peu de temps pour que la végétation prenne son ampleur. Mais on retrouve des pins, des arbousiers, des ajoncs, voilà, vraiment une végétation locale et adaptée à notre climat. Et la photo du bas, c'est la noue principale qui récupère toutes les eaux de voirie. Et tout le reste est infiltré sur place. Voilà. Et ça, c'est 3 projets qui sont à venir, qui sont financés par l'Agence de l'eau, parce que la place de la Gare, en 2018, l'Agence de l'eau ne finançait pas encore ces travaux. C'est chose faite aujourd'hui et c'est le bienvenu pour aider les collectivités. Donc là, on a 3 projets qui doivent coûter aux alentours d'1,8 million et sur lesquels on devrait avoir 70% d'aide de l'Agence de l'eau, puisqu'on a déposé le dossier il y a déjà 6 mois. Et on va pouvoir démarrer les travaux de la première place en septembre. Voilà. En gros, la présentation de ce qu'on a réalisé sur Cap-Breton. Merci, Monsieur Hamelin. Présentation très concrète avec de premières réalisations. Juste une question sur le plan technique pour ceux que ça intéresserait. Est-ce que dans la noue principale, vous avez fait un choix d'essence végétale particulier? Est-ce que vous faites appel à des espèces réputées pour se plaire dans ce type d'environnement? Alors, on a utilisé quasiment que des essences locales. Ouais. Donc, nous, dans la noue, la présence de l'eau, elle est elle est très courte, puisqu'en fait, comme on a du sable au fond, c'est très filtrant, bien sûr. Ouais. Donc dès qu'on a de l'eau, je pense qu'une heure après, il n'y a plus rien. Alors bien sûr, il y a de la terre végétale sur les côtés pour que la végétation puisse s'y plaire. Mais ce qu'il faut veiller, c'est surtout qu'au fond, il reste du sable pour que ça puisse être perméable. Oui, tout à fait. Donc des espèces locales sont parfaitement adaptées. Vous pouvez garder le paysage habituel. Il n'y a pas d'espèces exotiques, par exemple, qui viendraient... non, aucune espèce exotique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hamelin. En cas de questions du chat, nous vous les ferons parvenir. Évidemment, je me ferai le porte-parole de nos participants qui nous écoutent et qui nous regardent. J'ai coutume de dire que quand il n'y a pas de questions, c'est que l'information était claire et qu'il n'y a pas besoin de préciser les choses. Je voudrais quand même revenir... vers Jean-Yves Boga pour lui demander, lui faire part d'une question peut-être un peu plus générale. Je me posais la question au-delà des aides pour toutes les actions qui sont entreprises par les collectivités, du type de celles qui ont été faites à Cap-Breton ou dans le quartier Renoir, je crois que vous nous avez montré à travers le film tout à l'heure, à Toulouse, sauf erreur, ou alentour. En termes de retour sur investissement, qu'est-ce qui vous paraît le plus immédiatement rentable, si je puis dire? Est-ce que c'est de s'attaquer préventivement à s'assurer que les nouvelles zones construites, les nouveaux projets dans le PLU, comme ça a été proposé et suggéré, fassent l'objet d'une obligation de maintenir des sols perméables? Ou est-ce que c'est d'investir dans la désimperméabilisation des zones les plus critiques existantes? Ou alors peut-être les deux de front, j'imagine, quand les moyens sont là, mais si nous devions faire un choix. Alors, justement, pour rebondir sur l'exemple de Cap-Breton, je parle sur le contrôle de M. Hamelin. Il y a eu une étude financière comparative qui a été faite entre faire les opérations de Cap-Breton selon les techniques classiques, basées sur le tout tuyau, et faire ce qui a été donc projeté avec des techniques alternatives qui ont démontré qu'en termes d'investissement, on avait un gain de l'ordre de 30%, si je ne me trompe pas, M. Hamelin. Donc il y a... Oui, c'était de cet ordre-là. Ouais. Oui, donc il y a un vrai gain au niveau déjà en termes d'investissement. Et comme l'a indiqué M. Hamelin, il y a quand même des contraintes d'entretien qui sont plus fortes lorsqu'on a affaire à des techniques de gestion intégrée des eaux pluviales que lorsqu'on a affaire à des techniques classiques. Alors, pour ce qui est des solutions concernant les PLU, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'obligation auprès des collectivités pour mettre en œuvre ces techniques alternatives de gestion intégrée. Donc, pour l'instant, on est à un stade purement exploratoire où on essaye effectivement de faire passer un certain nombre de messages. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas encore à un stade généralisé de mise en œuvre de ces techniques, parce qu'on manque encore
d'ingénierie poussée, on manque encore de bureaux d'études qui sont vraiment spécialisés dans ce type de technique. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul par rapport à Merci Jean-Yves Boga. Témoignage de M. Hamelin sur ce sujet. Moi, ce qui est essentiel aussi pour que la désimperméabilisation, l'infiltration marche, c'est qu'effectivement, c'est que les propriétés privées infiltrent sur leur parcelle. Alors c'est quelque chose qu'on a inscrit nous sur notre PLEI et qu'on a inscrit aussi dans le schéma directeur pluvial. Et c'est essentiel parce que si on doit traiter à la fois l'eau sur le domaine public et l'eau du domaine privé, ça devient très très compliqué. Donc vous disposez quand même de ce levier, vous avez cette possibilité, les élus ont cette possibilité d'inscrire dans un cahier des charges ou un règlement de copropriété ou de lotissement par exemple, et dans le PLU directement. Oui, c'est obligatoire aujourd'hui. D'accord. On fait des contrôles, ça fait 5-6 ans aujourd'hui qu'on s'attelle, on ne le faisait pas avant. À chaque permis de construire ou des déclarations préalables qui est déposé, on vérifie que le volet pluvial est bien instruit et qu'ils ont bien intégré le fait qu'il faille infiltrer et qu'ils ne rejettent aucune eau sur le domaine public. Voilà. Donc ça, c'est un peu le travail de tous les jours. Aussi. Et c'est essentiel pour que ça fonctionne. Après, les techniques alternatives d'infiltration, elles ont quand même des limites, c'est aussi la présence de la nappe phréatique. Alors, nous, on peut être concernés, ça a été le cas cet hiver où il y a eu beaucoup d'eau. Et là, effectivement, ça pose des limites sur le fonctionnement. Alors, heureusement, l'hiver, la plupart du temps, c'est pas là qu'il pleut le plus, enfin, en tout cas, qu'on n'a pas de phénomène orageux fréquent. Mais ça permet en tout cas de réduire les inondations l'été, ça marche. Et l'hiver, quand il pleut beaucoup, il y a quand même quelques limites. Ah oui, d'accord. Merci pour ces points de vigilance, mais aussi de ce retour concret sur les possibilités qui sont offertes aux élus, aux collectivités pour aller dans ce sens. En vous écoutant, je souris toujours en entendant ce fameux mot de désimperméabilisation qui, pour information, fait partie maintenant sur le podium avec anticonstitutionnellement. Il y a 9 syllabes, donc c'est un des termes les plus longs de la langue française. Je vais passer à la deuxième séquence de cette conférence. Merci Monsieur Hamelin. Vous avez des obligations, je crois savoir, pour votre agenda, donc n'hésitez pas à nous quitter quand bon vous semblera, mais merci encore pour votre venue et votre présence ici à Bordeaux. Cette deuxième séquence pour la même conférence consacrée à l'eau en ville sera animée successivement par 4 interventions. 3 premières qui seront proposées par Sophie Bagagem, qui est chef de service à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Dans un deuxième temps, Christophe Chaperon, qui est responsable des travaux d'eau potable et d'assainissement à la direction eau-assainissement du Grand Poitiers. Et Joanne Legras, qui est chef de service eau pluviale et littorale pour la communauté d'agglomération de La Rochelle. Je vais vous laisser vous exprimer l'un après l'autre dans cette séquence à l'issue de laquelle je vous proposerai également quelques questions. Et pour terminer ce tour d'horizon, nous entendrons ultérieurement M. Hervé Gaborio, qui est directeur général du pôle Dream Eau et Milieu, membre fondateur du pôle France Water Team, qui interviendra depuis Orléans tout à l'heure et qui complétera ce tour d'horizon sur notre sujet. Pour commencer, Sophie Bagagem, si vous le voulez bien, chef de service à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, pour introduire à l'appel à initiative remporté par La Rochelle et le Grand Poitiers. Voilà les 2 thèmes que nous développerons ultérieurement. Je vous laisse nous en planter le paysage. Oui, je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Je suis désolée, il y a des travaux dans ma rue. J'espère que vous allez m'entendre correctement. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, alors c'est parfait. Je vais effectivement vous présenter comment on a intégré à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne la thématique des eaux pluviales au sein de notre 11e programme d'intervention et notamment de l'appel à initiative, comme vous l'avez dit, sur la gestion des eaux pluviales intégrées à l'aménagement urbain que nous avons lancé l'année dernière et qui a eu un vif succès. Alors, la problématique des eaux pluviales, elle est au cœur de notre 11e programme d'intervention, car elle touche à la fois la reconquête de la qualité de l'eau, mais aussi la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique.
Ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur les stations d'épuration. On a désormais atteint sur beaucoup de territoires des niveaux de traitement poussés, jusqu'à 99% sur certains paramètres. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour reconquérir la qualité de l'eau, il est sur l'amélioration de la collecte des effluents. Alors, on sait qu'en temps de pluie, les réseaux peuvent déborder. Dans ces cas-là, les effluents ne sont pas traités puisqu'ils sont rejetés directement au milieu naturel. Hein. On en a parlé et on l'a pu le voir également à travers le petit film qui a été proposé. Donc, face à ce problème, on a deux grandes solutions, hein, si on simplifie. Donc, la première, c'est effectivement la solution classique qui, jusqu'ici, a été largement utilisée. C'est celle qui consiste à augmenter la capacité des réseaux. Donc, cette solution, elle est très coûteuse et elle sera tôt ou tard à nouveau dépassée si l'imperméabilisation progresse encore. Donc, la deuxième solution, et c'est celle sur laquelle à l'agence nous souhaitons aller, ce sont toutes les solutions de déconnexion des eaux pluviales des réseaux, ce qui permettra de désengorger les réseaux et d'éviter les débordements. Donc, c'est vraiment un changement de vision qu'il faut avoir. Alors que depuis toujours, on collecte et on évacue l'eau. Aujourd'hui, l'idée, c'est de valoriser chaque goutte de pluie là où elle tombe. Donc, il ne s'agit plus en fait d'évacuer les eaux pluviales par les réseaux, mais valoriser ces eaux pluviales sur place, dans l'aménagement par des jardins de pluie, des toitures végétalisées, des chaussées perméables, des parkings avec infiltration. Donc, on l'a dit, hein, l'avantage, c'est que ça permettra également d'améliorer la qualité de vie par le développement de la biodiversité et la réduction des îlots de chaleur urbains. Donc, c'est sûr que le bilan sera plus que positif. Donc, le souci, hein, c'est que cette nouvelle manière d'aménager, elle se développe lentement. Premièrement, parce que c'est nouveau et qu'il y a, comme d'autres sujets nouveaux, une résistance au changement. Et donc, ça nécessite des efforts de formation et de sensibilisation. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré, nous, dans notre appel à initiative, un volet important sur ces sujets-là. Et deux, parce que cette nouvelle manière d'aménager, elle impacte tous les métiers de l'aménagement. C'est souvent une approche pluridisciplinaire et plus exigeante en termes de conduite de projet. C'est aujourd'hui une disposition réglementaire puisqu'elle est déjà écrite dans l'USDAGE Loire-Bretagne. Elle est inscrite également dans de nombreuses réglementations plus locales. Donc, comme je vous le disais, c'est pour nous une thématique phare pour notre 11e programme d'intervention qui répond aux conclusions des assises de l'eau et du plan biodiversité. Donc, c'est pourquoi nous avons prévu une dotation de 100 millions d'euros pour une meilleure gestion des eaux pluviales, avec des subventions à hauteur de 50% lors des réaménagements urbains avec déconnexion des réseaux. Donc, c'est une thématique qui rencontre un vif intérêt auprès de nos maîtres d'ouvrage. On a pu le constater avec le succès de l'appel à initiative qu'on a mis en œuvre l'année dernière. Donc, l'objectif de cet appel à initiative, c'était d'inciter, de promouvoir des démarches portées par des acteurs publics ou privés visant à développer une gestion alternative des eaux pluviales pour réduire les déversements d'eau usée dans les réseaux unitaires ou en amont d'usages sensibles déclassés, comme on le verra avec l'agglomération de La Rochelle. Cet appel à initiative, il a recensé plus de 62 initiatives sur le bassin pour un montant de 75 millions d'euros de projets issus de petites et grandes collectivités ou d'aménageurs. Grand Poitiers et La Rochelle et l'agglomération de La Rochelle ont été désignés lauréats de cet appel à initiative. Donc, je vais les laisser présenter leur projet. Sur ces deux opérations, c'est plus de 10 millions d'euros de travaux pour la déconnexion des eaux pluviales qui vont être engagés sur ces territoires. Et donc, à l'agence, nous les félicitons encore pour leur programme ambitieux. Ce sont pour nous des opérations vitrines qui, on l'espère, susciteront d'autres projets sur d'autres territoires. Donc, je vais laisser la parole à Christophe Chaperon pour qu'il nous présente son programme sur Grand Poitiers. Merci beaucoup, Madame Vagagem. Monsieur Chaperon, nous vous écoutons effectivement pour cette présentation d'aménagement de moyenne et petite envergure, à la fois sur le terrain urbain et sur le terrain rural. Je vous laisse nous présenter tout ça en détail.
Votre micro semble être désactivé, Monsieur Chaperon, me dit-on. Oui, c'est bon. C'est parfait. Bonjour à tous. J'attends que le diaporama s'affiche pour vous présenter les choses. Donc, Grand Poitiers, je vais vous faire une présentation. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Grand Poitiers. Si on peut afficher la seconde diapositive. Voilà, on vous accompagne en régie. N'hésitez pas à faire appel à vos diapos. Les voici. Monsieur Chaperon, nous ne vous entendons plus de nouveau. Il y a un petit problème de micro. Je ne sais pas si c'est vous qui... Oui, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Donc, Grand Poitiers, communauté urbaine, on est... Bon, pardonnez-moi, je pense qu'il y a un problème de faux contact, semble-t-il, parce que votre voix disparaît régulièrement. Allô? Oui, voilà, vous êtes revenu, voilà. Mais j'ai l'impression que sans rien faire, votre voix disparaît. On ne vous entend plus au bout de quelques secondes. Donc, je reprends, là, c'est bon? Tout le monde m'entend? Voilà, on voit votre première diapo. Hein. Donc, Grand Poitiers, communauté urbaine, c'est 200 000 habitants. Depuis 2017, on est passé communauté urbaine en 2017. Alors, parmi les compétences de la communauté urbaine, on a la voirie, l'eau potable, l'assainissement, l'eau pluviale, l'urbanisme. Je parle de ces compétences parce que Monsieur Boga l'avait présenté. La gestion intégrée, en fait, c'est très important qu'on ait un décloisonnement des services puisque les enjeux que nous, on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire direction au assainissement pour réduire les eaux pluviales dans les réseaux unitaires, mais aussi éviter de rejeter les eaux pluviales dans les rivières. Ce levier, on l'a par nos travaux, mais il est également très important par le biais de tous les aménagements qui sont faits par les directions voiries, les espaces verts. Donc, c'est très important de pouvoir convaincre sur ces sujets-là les autres directions, puisque finalement, on a un levier relativement faible. On peut intervenir directement avec nos travaux, mais l'essentiel, ce sont d'autres acteurs que nous qui le mettent en œuvre. Si on peut cliquer sur le... Voilà. Donc, dans le cadre de l'appel à projet qu'on avait présenté auprès de l'Agence de l'eau, on avait axé notre appel à projet sur deux aspects. L'aspect communication, formation, modification des pratiques et quelques chantiers références. Donc, pour cette présentation-là, en fait, j'ai plutôt axé ma présentation sur l'aspect communication, formation, sachant que le chantier référence est en cours de réalisation. Et pourquoi j'ai axé ma présentation sur cet axe-là? Pour montrer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un enjeu très important dans l'acculturation, dans la formation de différents acteurs autres que les directions au assainissement. Parce que finalement, le levier, il est beaucoup plus important par le biais des autres directions ou des autres services que par le nôtre. Si on peut cliquer. Alors, une des opérations qu'on a mis en œuvre dans le cadre de la formation, ça c'est le parking du centre technique communautaire. On a voulu en fait mettre en œuvre un exemple de différents stationnements avec différents revêtements perméables pour montrer ce qu'on peut faire, puisque finalement on avait assez peu d'exemples. Si on peut cliquer sur la diapositive suivante. Alors voilà, sur la photo du haut, voilà le parking tel qu'il était, et sur la photo du bas, tel qu'il a été réalisé en 2020. Donc l'objectif, c'était de présenter les différents revêtements qu'on peut mettre en œuvre pour le présenter aux élus et montrer qu'on peut faire des parkings avec différentes contraintes en fonction de l'importance ou non du stationnement. Est-ce qu'il est fréquent, est-ce qu'il n'est pas fréquent, est-ce qu'il faut qu'on puisse avoir des aspects PMR. Donc ces stationnements-là, en fait, présentent tout un tas d'éventails qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir le montrer. Et en plus, il a été mis en œuvre en régie par les équipes pour leur permettre de voir aussi comment on pouvait mettre en œuvre ces revêtements, puisque les équipes qui sont intervenues sont des équipes qui font de la réparation courante sur la voirie. C'est une équipe qui fait des interventions de réparation ou de petits aménagements.
Il y a une autre diapositive qui présente ensuite. Voilà, donc vous voyez, on a tout un panachage de revêtements. Et l'idée aussi, c'est de voir comment il vit, de pouvoir en tirer des enseignements sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qui vieillit bien, qu'est-ce qui vieillit mal. Voilà. Si on peut passer à la diapositive suivante. Alors, dans le cadre de ma présentation, ce que j'ai fait volontairement, en fait, c'est que j'ai présenté des opérations qui n'ont pas été pilotées par la direction assainissement. C'est des aménagements qui ont été faits soit par les directions voirie ou par les directions aménagement, entretien courant. Donc, sur la première diapo, si on peut cliquer, voilà un espace avant aménagement où comme on le dit un petit peu à tous les maires, on a tout un tas de surfaces d'espaces verts qui sont plus hauts que la voirie et qui sont quasiment inutilisés pour la gestion des eaux pluviales. Si on peut cliquer, donc jusqu'à présent, en fait, on avait de la collecte. Donc ça, la diapositive suivante, c'est ensuite, après aménagement. Vous voyez qu'on envoie toutes les eaux de pluie dans cet aménagement. Et tout ça a été mis en œuvre par la direction voirie. L'idée, c'est au travers d'exemples concrets, de montrer que ça marche. Là, on ne le voit pas, mais sur cet espace, en fait, on a un réseau pluvial qui traverse cette noue, et donc on a un remplissage de la noue, et ensuite, si jamais on a de l'eau en trop grande quantité, je rejoins d'ailleurs ce qui a été dit par monsieur Hamelin, c'est que finalement, les soucis qu'on a, c'est plus en hiver où il pleut en continu, et donc on a des espaces qui restent en eau. Et d'avoir des trop-pleins, en fait, ça permet quand même d'éviter les critiques, finalement, d'espace où les gens disent bah, il y a tout le temps de l'eau. Diapositive suivante. Et j'ai mis cette diapositive aussi pour montrer que la difficulté qu'on a aussi, c'est de convaincre les espaces verts. Curieusement, c'est pas forcément acquis que envoyer de l'eau sur un arbre, c'est bien. On a eu quelques réticences. Vous voyez, des aménagements comme ça, tout bêtes, finalement, ça fait peu de temps qu'on en met en œuvre. Diapositive suivante. Donc sur cette diapositive, c'est aussi un exemple tout bête, mais pour montrer que... Donc là, on se situe dans le cadre du réaménagement d'un trottoir, donc était endommagé. Jusqu'à présent, donc on avait de la collecte des eaux pluviales par un réseau, alors qu'on a un espace sur la droite qui était disponible. Et dans le cadre de l'aménagement, si on peut cliquer sur la diapo, en fait, on a fait, en profitant de l'abaissement de trottoir pour la mise en conformité personne mobilité réduite, on en profite pour envoyer les eaux dans l'espace qui est juste à côté. Et ça, c'est des interventions qui sont réalisées par des équipes de voirie, et on n'a pas forcément dialogue toujours entre les équipes qui interviennent et la direction d'assainissement. C'est pour ça que si on arrive à former les agents qui font ce type de travaux et leur dire dès que tu fais un aménagement, n'hésite pas à envoyer les eaux vers l'espace, c'est des réflexes après qui se mettent en œuvre, et finalement on a tout un tas de petites interventions qui, à mon avis, ont des impacts encore plus importants sur les surfaces imperméabilisées que sur des projets de référence plus importants. Les projets de référence plus importants, on en fait un ou deux dans l'année. Des interventions comme celle-ci, il y en a toutes les semaines dans la ville, quoi. Donc, pour moi, c'est très, très important de sensibiliser aussi les équipes qui font ce type d'aménagement pour qu'elles prennent en compte la gestion intégrée dans leurs aménagements. Il y a une dernière diapo là, avec, vous pouvez appuyer encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Chaperon. Merci pour ces exemples et ces belles initiatives sur le Grand Poitiers. Et comme vous le savez, comme l'a rappelé Madame Bagagem, c'est donc le tour de Joanne Legras, chef de service eau pluviale et littorale de la communauté d'agglomération de La Rochelle, de nous présenter cette démarche qui a été prise sur ce territoire, une démarche globale de valorisation des eaux pluviales et de limitation de leur impact, un programme d'action qui a été porté soit par la communauté d'agglo, soit par la ville elle-même, comprenant le renforcement de la réglementation sur l'urbanisme, la sensibilisation et l'accompagnement de projets, la déconnexion des eaux pluviales. Voilà pour vous mettre en appétit, et je vous laisse maintenant, Monsieur Legras, nous en dire plus.
Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? Très bien, c'est parfait. Parfait. Très bien, j'attends effectivement le support de présentation à ce moment-là, puisque c'est directement la régie qui le projette. C'est parti. Donc je vais brièvement vous présenter effectivement le territoire de l'agglomération et ses spécificités. Donc on est nous une collectivité de 175 000 habitants regroupant 28 communes. Notre territoire est particulièrement urbanisé le long du littoral. Vous voyez sur le diaporama et sur les petites photos, vous avez une vue du vieux port, mais également du grand port maritime de La Rochelle. Donc des zones côtières sur lesquelles on a de forts enjeux économiques et touristiques. Et puis après, un petit peu plus dans le rétro-littoral, on est en présence plutôt de zones à dominante agricole dans les terres, comme vous le voyez sur la troisième photo. C'est un territoire également un petit peu spécifique en termes d'altimétrie, puisqu'en fait, nous avons une altimétrie relativement faible et donc nous sommes soumis aux problématiques d'évacuation des eaux en période de marée, notamment de marée haute. Et nous sommes également soumis à des risques d'inondation tels que la submersion marine, pour ceux qui s'en souviennent, Xynthia en 2010, mais également des problématiques de ruissellement et également de remontée de nappe. En fait, ruissellement par saturation des sols, notamment en période hivernale. Et une autre spécificité de notre territoire, c'est notre système d'assainissement qui est strictement séparatif. Donc d'un côté, nous avons bien un réseau d'assainissement des eaux usées avec les épuratoires associés, et de l'autre côté, nous avons un réseau de gestion des eaux pluviales dédiées, des eaux pluviales urbaines, et également une compétence complémentaire chez nous sur cette problématique de ruissellement et de débordement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc les enjeux dans le cadre de notre réponse à l'appel à l'initiative sur cette problématique de gestion intégrée des eaux pluviales. Et bien, tout d'abord, cette gestion intégrée des eaux pluviales, elle nous intéresse à quel titre, notamment pour prévenir les inondations qui sont liées à l'artificialisation du territoire et à la densification urbaine. Mais ça, c'est sur le volet, on va dire, quantitatif, mais également il y a un volet qualitatif qui nous intéresse fortement, qui est donc la préservation de la qualité des usages et de la qualité de l'eau, notamment vis-à-vis des problématiques de baignade et également d'activités conchilicoles ou mytilicoles, puisque sur le secteur de la Rochelle, nous avons des producteurs d'huîtres et de moules implantés de manière importante sur notre littoral. Et puis des enjeux bien évidemment transversaux que l'on retrouve et que les autres intervenants ont développé ou exposé, c'est notamment ramener ou développer la nature en ville et réduire ainsi les îlots de chaleur. C'est également améliorer la qualité de nos aménagements pour avoir un aspect paysager et un rendu sur l'environnement urbain positif, avec une revégétalisation de la zone urbaine. Et puis également, en faisant une gestion intégrée des eaux pluviales, en infiltrant les eaux, bien évidemment, c'est participer à la réalimentation des nappes phréatiques, donc à la préservation de la ressource et à favoriser la biodiversité. Et puis, en parallèle de notre réponse à l'appel et initiative, l'agglomération de La Rochelle a également présenter un appel à projet dans le cadre de l'appel à projet français sur les territoires d'innovation. Et donc, en fait, nous sommes également le premier territoire urbain littoral français qui souhaite mener une politique de neutralité en termes d'émissions de gaz à effet de serre et notamment de carbone à l'horizon 2040 sur notre territoire. Donc il y a une implication entre la notion carbone bleu, notamment liée à l'eau, et puis et notre démarche appel à initiative, et également le fait d'avoir été lauréat sur cet appel à projet national. Diapositive. Donc là, je vais effectivement faire un focus, comme l'a spécifié Sophie Bagagem, sur notre réponse et la démarche de l'agglomération dans le cadre de notre réponse à l'appel à initiative. Donc, en chapeau de cette réponse à l'appel à initiative, on a bien évidemment d'ores et déjà un certain nombre de documents de planification qui nous incitent, qui nous amènent à travailler sur cette problématique de gestion des eaux pluviales. Donc, en l'occurrence, le SDAGE Loire-Bretagne qui nous intéresse plus particulièrement sur notre territoire pour la période 2016-2021, avec une orientation dédiée à la maîtrise des eaux pluviales pour la mise en place d'une gestion intégrée et une adaptation au changement climatique. Cette orientation précise dans le SDAGE est reprise et a été reprise déjà depuis de nombreuses années
dans nos documents d'urbanisme locaux, les POS, les PLU et désormais le PLUI, avec donc une politique visant à la gestion des eaux pluviales à la parcelle depuis 20 ans. Donc on est bien dans une démarche, ce qui a été évoqué aussi sur l'agglo de La Rochelle, d'avoir du zéro rejet au domaine public et que les aménagements privés conservent bien et gèrent leurs eaux pluviales sur la parcelle, sauf contraintes techniques démontrées, où à ce moment-là, il peut être dérogé à cette voie et autoriser un rejet avec un débit limité conformément aux prescriptions du SDAGE, le fameux 3 litres secondes hectare que l'on retrouve dans les documents. Pour la réponse donc à l'appel à l'initiative, on a souhaité avoir une démarche globale et assez transversale pour la valorisation des eaux pluviales et la réduction de leur impact sur notre territoire. On a donc travaillé autour de 3 axes en termes de réponse dans le cadre de l'appel à l'initiative. Un premier axe qui porte sur le volet réglementaire, c'est-à-dire le renforcement notamment dans nos documents d'urbanisme, le PLUI, sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Là, on a plusieurs leviers. On peut directement travailler évidemment sur le règlement du PLUI, où on va renforcer encore la promotion de cette gestion intégrée des eaux pluviales, mais on va également travailler sur les orientations d'aménagement prioritaire thématiques, comme par exemple notre OAP sur la trame verte et bleue, ou encore sur construire la ville aujourd'hui et les mobilités, où on va intégrer et renforcer, promouvoir cette gestion intégrée des eaux pluviales. On va également sur ces OAP, mais spatialisées, donc sur les OAP qui précisent comment aménager le territoire dans les 20 années à venir sur les différents secteurs qui vont être ouverts à l'urbanisation, et bien également en travaillant avec nos bureaux d'études et notre service des études urbaines qui pilote le PLUI, et bien renforcer, imposer des choses complémentaires sur cette gestion intégrée des eaux pluviales et sortir de la culture un petit peu tout tuyau. Le deuxième volet porte plus effectivement là sur les projets, donc les travaux, l'objectif étant d'intégrer cette problématique de gestion des eaux pluviales dans nos projets urbains, au travers notamment de la création d'un référentiel sur le grand cycle de l'eau qui devra être interrogé en fait lorsque chaque projet émergera. On demandera aux porteurs de projets de regarder dans quelle mesure ils sont compatibles avec ce référentiel sur le grand cycle de l'eau, qui mettra un accent fort sur cette gestion intégrée des eaux pluviales. En parallèle, on a nos propres projets urbains qui sont pilotés par l'agglomération. On a 6 grands projets urbains qui représentent à peu près 50 hectares d'aménagement, enfin de requalification d'espaces déjà aménagés, donc qui peuvent rentrer dans l'appel à l'initiative, pour lequel, dans le cadre des consultations et des groupements de maîtrise d'œuvre qui sont retenus pour réfléchir sur ces aménagements de la ville, des villes de l'agglomération de La Rochelle, eh bien, on imposera et on impose d'ores et déjà, une compétence forte liée à cette gestion intégrée des eaux pluviales, notamment avec des bureaux d'études qui sont un petit peu spécialisés, alors aujourd'hui qui ne sont pas en très grand nombre, même à l'échelle nationale, mais que l'on retrouve assez régulièrement sur ces thématiques-là, pour amener, je dirais, cette nouvelle vision, cette ouverture d'esprit, et pouvoir réinterroger les projets, ou en tout cas intégrer dans les projets d'aménagement cette gestion des eaux pluviales. On a également bien évidemment tous les projets de voirie qui peuvent être portés par nos communes, pour lesquels nous travaillons avec elles dans le cadre d'un projet de requalification, à réfléchir à comment peut-on gérer les eaux en les infiltrant, par exemple, sous les pistes cyclables, sous les trottoirs, ou bien parce qu'il y a une volonté aussi de remettre un peu de nature en ville, et bien d'utiliser ces espaces verts comme étant des espaces plurifonctionnels pour y gérer nos eaux pluviales. Et puis le dernier volet, qui est sur l'animation, la sensibilisation transversale. Donc là, c'est mon service et notre direction eau, moi-même et puis certains de mes collaborateurs, qui travaillons à cette sensibilisation, à l'animation de cette nouvelle démarche auprès à la fois de nos élus, donc des élus qui peuvent porter à la fois le volet PLUI, mais également nos élus en charge des politiques de l'eau. On travaille bien évidemment à la sensibilisation des propres services de l'agglomération. Comme l'a dit le collègue de Grand Poitiers, il faut fédérer tout le monde autour de cette démarche. Donc c'est les services d'aménagement, c'est les collègues des services espaces verts des communes, c'est les collègues de l'urbanisme, ceux qui portent également les projets urbains pour avoir ce déclic GIEP dans la conception de la ville de demain. Et puis également travailler aussi auprès de nos aménageurs, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre,
qui construisent la ville aujourd'hui et qui doivent intégrer progressivement cette gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis au-delà de l'animation et de la sensibilisation, effectivement, il y a ces problématiques d'études de potentiel de déconnexion. Donc là, on va lancer un grand programme, notamment sur des grands bassins versants de la ville de La Rochelle, de l'hypercentre, où on va chercher jusqu'à l'échelle de la parcelle à évaluer le potentiel de déconnexion des eaux pluviales de ces parcelles, en y mettant un niveau de difficulté. Et lorsque des opérations de travaux ou des réflexions seront menées sur ces territoires, enfin sur ces espaces-là, c'est de pouvoir réinterroger cette cartographie et de pouvoir se dire, écoutez, là effectivement on est sur un niveau de déconnexion facile ou aisé parce que les maisons sont en recul par rapport au fond à rue, on a des espaces verts et les gouttières, plutôt que de les envoyer dans des gargouilles, eh bien on peut les renvoyer dans les espaces verts devant les maisons. Mais c'est également aussi une étude du potentiel de déconnexion sur les espaces publics, donc toutes les zones de parking, toutes les voiries, toutes les pistes cyclables là, qui peuvent exister aujourd'hui sur La Rochelle. On regardera dans quelle mesure, dans une réflexion de réaménagement, on peut déconnecter, déraccorder ces eaux pluviales. Donc, et la dernière démarche qui est intéressante parce qu'elle croise à la fois des travaux mais également de la sensibilisation, eh bien en fait c'est un programme de désimperméabilisation et de déconnexion des eaux des cours d'école, puisqu'on sait que les enfants bien évidemment sont également des moteurs pour pouvoir faire évoluer les pratiques et puis l'image de la gestion de l'eau et de réintroduire notamment de la biodiversité en ville par exemple. Donc il y a des actions de sensibilisation portées par une ONG qui s'appelle Bleu Versant sur l'agglomération de La Rochelle, qui mène des opérations de désimperméabilisation locale qui expliquent le cycle de l'eau aux enfants. Et certaines de ces communes souhaitent aller plus loin et vont, dans le cadre de la reconstruction des cours d'école, complètement déraccorder et désimperméabiliser, quand c'est possible, une partie de ces espaces. Donc on accompagne également nos communes dans cette démarche volontaire à l'échelle des écoles. Merci voilà. Monsieur Legras. Je vous ai laissé développer le plus possible parce qu'effectivement vous avez une expérience qui est riche sur les différentes initiatives que vous venez de rappeler. Merci beaucoup pour votre présentation. J'imagine que pour celles et ceux qui vous ont écouté, on peut évidemment s'adresser à vous pour en savoir plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être détaillées. Je pense aux collectivités qui s'intéresseraient à votre propre expérience pour en retirer la substantifique moelle et puis mettre en place des initiatives aussi locales sur leur propre territoire. Je voudrais juste revenir sur, Monsieur Legras, si vous le voulez bien, une petite question rapidement. Vous avez indiqué à un moment de votre présentation que vous aviez maintenant 20 ans d'expérience de la gestion de l'eau à la parcelle. Si justement vous pouviez en retirer quelques enseignements partageables, si je puis dire, je ne sais pas, en termes de processus, en termes de retour d'expérience par rapport à cette gestion de l'eau à la parcelle, qu'est-ce que vous pourriez partager avec nos auditeurs ? Sur cette gestion de l'eau pluviale à la parcelle, ce que je peux vous en dire, c'est que ça fait de très nombreuses années, bien avant que j'arrive moi à l'agglomération de La Rochelle, il y avait déjà dans les documents d'urbanisme cette prescription qui disait gestion des eaux pluviales à la parcelle. Donc je dirais que c'est désormais clairement entré dans les mœurs. Donc tous les projets d'aménagement qui nous sont présentés dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme gère ces eaux pluviales à la parcelle. Alors aujourd'hui, on n'a pas la possibilité, comme l'a évoqué par contre nos collègues de Cap-Breton, d'aller vérifier maison par maison dans le cadre d'une construction de maisons individuelles que ces eaux pluviales sont bien conservées. Mais étant donné qu'il n'y a pas de branchement ou de possibilité de se raccorder sur le réseau pluvial, les prescriptions sont généralement de toute façon retranscrites systématiquement par nos instructeurs de l'urbanisme et cette gestion, en tout cas à la parcelle de la maison individuelle, aujourd'hui est clairement intégrée. Après, dans le cadre des projets d'ensemble plus conséquents, là, nous avons un regard assez fort à la fois de contrôle et de vérification que le respect du PLUI est bien là, mais également de conseils et d'accompagnement des aménageurs dans la réflexion pour cette gestion des eaux pluviales. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on a des bureaux d'études
étude avec un aménageur qui sont venus nous présenter un projet qui, au départ, initialement était prévu avec donc des bâtiments R+2, R+3, on conserve l'eau sous les rampes d'accès au parking souterrain, et puis c'est des rejet à débit limité. Et en fait, en discutant avec eux, on leur a dit, mais on peut peut-être essayer de trouver des optimisations et avoir du zéro rejet. Et en fait, ils ont retravaillé leur copie, et en utilisant de la toiture végétalisée, en utilisant les cheminements piétons à l'intérieur du projet, ils ont fait du perméable. Et aujourd'hui, on arrive à gérer, par exemple, une pluie d'occurrence trentenale sur le site même, qui représente à peu près 7000 m² d'aménagement. Donc, on voit que les aménageurs eux-mêmes, lorsque ces prescriptions sont clairement indiquées dans les documents d'urbanisme, eh bien, l'intègrent. Alors, au départ, peut-être un petit peu de manière contrainte, mais finalement, après, se l'approprient. Voilà. Merci pour cet éclairage, effectivement, qui pourra intéresser un grand nombre de nos participants. Une autre question, juste avant de passer à la dernière partie de cette conférence, à destination de Monsieur Chaperon. On a vu tout l'intérêt qu'il y avait effectivement à faire se rapprocher les équipes et vos différents services. Vous avez cité le service d'assainissement et celui de la voirie, qui aujourd'hui connaissent un petit peu mieux leurs préoccupations respectives. Et du coup, je trouve que l'exemple de l'aménagement qui a été fait sur un feu tricolore là est tout à fait emblématique, exemplaire, et illustre bien le genre de convergence de bon sens qu'il peut y avoir. Est-ce que ça pourrait pas aller, enfin c'est une idée qui m'a traversé l'esprit un moment, jusqu'à des formations communes sur ces sujets? Je ne sais pas si c'est envisageable dans toutes les collectivités, bien évidemment, mais on voit bien l'intérêt de comprendre la convergence d'intérêts qu'il peut y avoir sur ce type d'aménagement, et que ça devienne quasiment de nouvelles bonnes pratiques quelque part. J'ai fait exprès de faire cette présentation parce que en 2019, on a fait au sein de la collectivité une formation où il y avait les directions espaces verts, voirie, sur ces préoccupations-là. Et en fait, ces actions-là, c'est parce que la personne qui est responsable des trottoirs avait fait la formation et m'avait dit ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est depuis en fait ces formations-là qu'il a le réflexe de penser à ça quand il fait ses aménagements. Mmh. Et c'est pour ça que c'est hyper important que les autres directions soient conscientes de ces enjeux. Je le dis toujours aux élus et surtout aux élus d'ailleurs, quand ils me disent ça coûte plus cher. Si vous avez à refaire un parterre, un espace vert avec des plantations, on aura autant de tontes s'il est plus bas que la voirie ou s'il est plus haut. Donc, quitte à le refaire, autant le faire plus bas et envoyer les eaux de pluie. On n'a pas forcément de surcoût, mais si on ne l'a pas en tête quand on fait les aménagements, on passe à côté de quelque chose. Oui. Et puis effectivement, encore une fois, je reviens sur cet exemple de l'aménagement d'un trottoir ou d'une mise aux normes pour personnes à mobilité réduite d'un passage piéton. Il n'y a pas de conflit d'intérêt du tout entre l'objectif assainissement, l'objectif gestion d'eau pluviale et l'objectif sécurité mise aux normes. Donc on est bien dans une convergence d'intérêts. Et on a encore beaucoup d'exemples, on se dit mince, on passe, il y a des aménagements qui sont en cours et on se dit c'est dommage parce que c'est tout neuf et on aurait cette pu faire préoccupation-là n'a pas été intégrée. Très bien. Merci pour cette suggestion, en tout cas, pour que ce type de réflexion devienne un réflexe, en tout cas, qui peut être largement partagé. Merci beaucoup à vous, Madame Bagagem, Monsieur Chaperon et Monsieur Legras, pour cette présentation. Et comme promis, nous terminons ce tour d'horizon avec l'intervention de Hervé Gaborio pour quelques minutes également. Monsieur Gaborio, vous êtes directeur général du pôle Dream Eau et Milieu, qui est membre fondateur du pôle France Water Team. Vous allez nous parler, vous aussi, de vision intégrée en matière d'eau en ville, de transversalité. Alors, je disais que vous parliez d'Orléans, sauf erreur tout à l'heure. En tout cas, vous êtes basé en région Centre-Val de Loire à Orléans. Ce pôle Dream Eau et Milieu favorise le développement de projets collaboratifs de recherche et développement, particulièrement innovants, faut-il le dire, dans le domaine des écotechnologies relatives à l'eau et au milieu. Et votre ambition est de maîtriser la totalité de la chaîne de valeur, depuis la métrologie environnementale, à l'ingénierie écologique, jusqu'au traitement alternatif de l'eau et des sols, par exemple. Et ce pôle est également, donc, comme je le disais, membre fondateur du pôle de la filière de l'eau France Water Team, aux côtés des pôles Aquavalais et Hydreos.
France Water Team représente aujourd'hui sur le territoire national un réseau de 500 membres, dont 400 sont des entreprises. Et je me permettais dans cette introduction non seulement de vous faire peut-être gagner un petit peu du temps sur les présentations, mais également de citer France Water Team, puisque nous retrouverons son président tout à l'heure lors d'une autre conférence. Merci Monsieur Gaboriau de bien vouloir clôturer cette séquence avec votre dernière et ultime présentation pour cette partie de la journée. Merci Monsieur Cateau, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais avoir le plaisir de conclure en m'adossant beaucoup sur des choses qui ont été dites au cours des précédentes interventions. Peut-être vraiment juste un mot, merci pour la présentation de France Water Team. Donc effectivement, DREAM, on est un des 3 membres fondateurs avec Aquavalley dans le sud et nos amis d'Hydreos dans l'est. Juste préciser que la richesse de cette fédération, c'est aussi un petit peu les différences et les complémentarités entre ces 3 membres fondateurs. S'agissant de DREAM, on a quelque part une forme de focalisation, ligne de force sur la gestion durable de l'eau, qu'on regarde un peu comme une ressource, en lien avec les milieux sol, sous-sol et les écosystèmes. Et donc, ça fait un peu écho avec le sujet de la gestion intégrée des eaux pluviales aujourd'hui. Alors, on est effectivement impliqué dans la gestion des eaux pluviales, je dirais à double titre. Hein. On a une action actuellement d'appui à la métropole d'Orléans, dans le cadre d'un projet spécifique qui est soutenu financièrement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et en lien avec une association connue dans le sujet qui s'appelle l'Adopta. Et puis on a évidemment dans notre réseau d'adhérents eh bien, des entreprises qui développent et offrent des solutions techniques dans le domaine de la gestion intégrée des eaux pluviales. S'agissant donc plus spécifiquement de l'intervention, effectivement, je vais beaucoup m'adosser sur beaucoup de notions très riches qui ont été déjà évoquées dans les présentation précédente. J'en retiens 3, je vais les développer succinctement. Je dirais que la première notion, c'est la nécessaire transversalité pour pouvoir répondre aux enjeux pluriels de la gestion intégrée des eaux pluviales. La deuxième notion qui me paraît importante, c'est qu'on l'a bien vu, c'est le caractère sur mesure des solutions qui sont propres à chaque projet territorial. Puis je conclurai avec une troisième et dernière notion qui me paraît intéressante, c'est la force des exemples pour pouvoir convaincre l'ensemble des intervenants. Alors je dis le premier point, c'est toutes les présentations, vous l'avez souligné, ont bien mis en exergue que le concept de gestion intégrée des eaux pluviales, il répond à des besoins et à des enjeux pluriels. Alors je ne vais pas tous les renommer. On a parlé de lutte contre le ruissellement, de favoriser l'infiltration pour permettre la recharge des nappes, c'est favoriser l'épuration, voire la phytoépuration des eaux, redonner de la place à la nature en ville, améliorer le cadre de vie. Bref, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement la transversalité, M. Chaperon, je reparlais de décloisonnement, ça fait totalement écho à ces enjeux qui sont pluriels. C'est une condition importante de réussite de ces approches. Il faut de la transversalité, il faut de la pluridisciplinarité pour répondre à des enjeux qui sont pluriels. Alors le premier point, c'est que vous l'avez bien développé, intégrer la gestion des eaux pluviales dans l'aménagement urbain, ça implique déjà de renforcer l'interaction entre l'ensemble des services techniques de la collectivité et de développer des approches qui soient beaucoup plus horizontales. Ça a été développé par l'ensemble des intervenants. Donc, il faut que l'ensemble des services, cycle de l'eau, voirie, espace vert, espace public, aménagement, habitat, gestion du cadre de vie, puissent s'impliquer. Ce qui est intéressant, ça a été souligné, ça permet aussi de créer des réflexes entre ces différents services avec des convergences d'intérêts. C'est-à-dire que ça permet de penser global et pas que d'additionner des problèmes, mais de voir comment ces problèmes peuvent se mettre en synergie. Outre cette transversalité, je dirais, entre les services des collectivités, c'est globalement un sujet en fait multi-acteurs, chaque acteur ayant son propre langage, ses propres enjeux et son rôle spécifique. Donc la transversalité, elle est aussi nécessaire entre les différentes catégories d'acteurs. Donc on vient de parler des services techniques, mais c'est également l'engagement des élus. On sait que les projets fonctionnent bien s'il y a réellement un engagement des élus autour de ces projets. Les citoyens sont évidemment des acteurs importants, puisque les projets conditionnent directement la qualité de leur cadre de vie. Donc là, leur acceptation, leur implication dans les projets est tout à fait déterminante. Et puis ce qui a été aussi souligné, les aménageurs, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises de travaux sont également une catégorie d'acteurs importants et vont pouvoir aussi incarner ces projets. Donc la transversalité, c'est cette recherche de solutions consensuelles entre l'ensemble des acteurs est évidemment une condition importante de succès. Le deuxième point qui me frappe, je vous disais, c'est aussi cette notion un peu de sur-mesure. Ça a été évoqué, il y a une grande diversité de techniques alternatives qui sont mises en œuvre. Certaines ont été présentées dans les exposés. On a parlé de nous, de jardin de pluie, de fossés, de parking enherbé. Ce que je trouve intéressant, et ça a été dit, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de bonnes, de moins bonnes ou de meilleures techniques alternatives prises individuellement. Ce qu'il y a simplement, c'est des bonnes combinaisons de techniques qui soient bien adaptées aux caractéristiques,
aux spécificités de chaque secteur, chaque site. Donc la recherche de cette bonne combinaison est un élément tout à fait essentiel. Et ce que je trouve aussi important, c'est que l'identification donc, de cette bonne combinaison, ce caractère sur mesure propre à chaque site, ça implique, d'une part, on l'a évoqué, de bien connaître les attentes des différentes parties prenantes, mais aussi peut-être de bien connaître les caractéristiques du secteur, alors qu'il s'agisse de ces caractéristiques hydrauliques, mais également de ces caractéristiques géologiques, hydrogéologiques, bien connaître l'hétérogénéité des sites, de bien maîtriser ce fonctionnement donc hydraulique et hydrogéologique des secteurs d'intérêt. Dit différemment, je pense que cette bonne compréhension du fonctionnement est tout à fait nécessaire pour bien articuler, ça a été dit tout à l'heure, petits et grands cycles de l'eau, qui sont donc des données nécessaires, notamment pour l'étude du potentiel de déconnexion. Donc, ce que je trouve séduisant, c'est que la gestion intégrée des eaux pluviales est quelque part le lieu de rencontre du petit et du cycle de l'eau qui se rejoignent dans un cadre convergent. Et puis pour conclure, je dirais la dernière notion que je voulais souligner, c'est ce que j'appelais un peu la force de l'exemple. Alors, on a vu que la sensibilisation, la formation de l'ensemble des acteurs, ce sont des étapes importantes dans la promotion de cette démarche. Alors évidemment, ces actions de sensibilisation, de formation, ça peut passer par des plaquettes, des guides, des brochures, des sites web. J'en remets pas en cause d'intérêt. Ce qui m'a frappé, et c'est notre expérience, c'est que la présentation d'exemples concrets, de réalisations concrètes, de sites démonstrateurs, c'est des composantes essentielles pour convaincre, et je crois que Mme Bagagem l'a souligné dans sa présentation. Et je trouve ce que je trouve intéressant plus globalement, c'est que la gestion intégrée des eaux pluviales, je l'ai dit, ça concerne directement le cadre de vie. Alors, avec le tout tuyau, on était plutôt, l'eau, on l'avait totalement enterrée. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est sur des concepts où on va redonner de la visibilité à l'eau. Ça devient une nouvelle clé de lecture du paysage. C'est un canevas structurant. Tous cette nécessité d'avoir des exemples qui permettent de convaincre des applications concrètes qui peuvent être, je pense, des facteurs d'adhésion de l'ensemble des acteurs. Puis quelque part, ça permet de montrer, peut-être moins mettre en exergue la technologie, que ça n'était le cas dans le tout tuyau, mais de montrer aussi que ces exemples, beaucoup de bon sens, sont des éléments importants de l'aménagement. Pour conclure, j'ai vraiment envie de conclure avec un peu un clin d'œil en mentionnant le concept des cours d'école Oasis. Alors, je crois que c'est M. Legras qui a mentionné les aménagements de cours d'école. Je trouve que c'est un concept qui est tout à fait séduisant et qui connaît actuellement donc un fort potentiel de développement en offrant aux enfants, à nos enfants, un cadre de vie peut-être plus équilibré et harmonieux. Et ma collègue, donc Wendy Arnoux, qui s'occupe du projet au niveau du Pôle Dream, me disait cette force de l'exemple, elle a tout particulièrement le vérifier dans le cadre des écoles, des cours d'école Oasis, avec vraiment un potentiel de conviction, alors auprès des élus, des enseignants, des parents, des enfants. Alors, là où je finis aussi avec ce clin d'œil, parce que je sais qu'actuellement, je le vois avec mes collègues, mais aussi peut-être avec beaucoup de gens qui écoutent, il y a beaucoup de parents qui vivent une période difficile avec la fermeture des écoles et la garde des enfants. Donc, c'était aussi une manière de leur faire un salut amical et un clin d'œil en rejoignant la gestion intégrée des eaux pluviales et les problèmes scolaires qu'on peut connaître actuellement. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Gaboriau, pour cette synthèse, effectivement, de tout ce qui a été dit, mais dont vous avez retiré les principaux enseignements à retenir à l'issue de cette conférence. Vous êtes toujours présent parmi nous, Monsieur Gaboriau, vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Oui, très bien. Je vais juste tenter de revenir vers vous pour vous poser l'une des questions que j'avais posées à nos premiers intervenants tout à l'heure, concernant les retours sur investissement. Alors, effectivement, on l'a bien compris à travers cette conférence, le meilleur moyen d'obtenir des résultats et d'activer le maximum de leviers en même temps, c'est de faire des actions intégrées, c'est justement le cas de le dire. Mais pour une collectivité, un porteur de projet qui aurait à prioriser les choses pour des problèmes budgétaires ou pour des problèmes de calendrier, est-ce qu'il vaut mieux s'intéresser prioritairement à figer une situation telle qu'elle se trouve, c'est-à-dire que même dans le cas d'artificialisation des sols, de développement urbain, etc., on s'arrange pour ne pas bouger les curseurs et pour que tout ce qui est perméable doit le rester, ou est-ce qu'on doit s'intéresser prioritairement à curer, avec un aspect plus curatif, si je puis dire, à réparer ce qui a été commis précédemment? Je vais être très très honnête avec vous, je n'ai pas la technicité que peuvent avoir les intervenants précédents sur le sujet. Je ne sais pas, enfin,
je pense que les choses ne s'opposent pas. En tous les cas, elles ne sont pas contradictoires. J'ai l'impression qu'il y a de l'expression qui dit du « en même temps ». Le « en même temps » et la bonne articulation entre l'aménagement de nouveaux secteurs et peut-être la reprise, la désimperméabilisation, qui est le mot difficile, d'anciens secteurs, ce n'est pas des choses contradictoires. Donc je dis, je n'ai pas la technicité des intervenants précédents pour dire est-ce qu'il y a réellement une règle stricte. J'ai le sentiment que les choses ne s'opposent pas en tous les cas. Merci. En tout cas, effectivement, on l'aura compris à travers les différents témoignages. Beaucoup de choses sont menées de front et de manière simultanée. Donc, évidemment, tout ça va dans le bon sens, j'imagine. Merci, Monsieur Gaborio, pour ces mots en guise de conclusion. Je m'étais tourné vers le chat pour vérifier qu'il n'y ait pas de questions. Ce qui est le cas, encore une fois, c'est plutôt signe que vous avez été parfaitement clair et très pédagogique. Je retiendrai en tout cas votre dernier clin d'œil, Monsieur Gaborio, concernant la cour d'école en tant que nouvelle agora où peuvent se rencontrer beaucoup d'acteurs. Et effectivement, on peut y faire d'une pierre plusieurs coups. On l'a bien compris à travers l'exemple de La Rochelle et celui que vous venez de rappeler et la manière dont vous venez de le rappeler. Et puis également le fait que la gestion intégrée de l'eau, des eaux pluviales est vraiment le point de rencontre, le site de rencontre ou la table autour de laquelle s'assoient les acteurs concernés tant par le petit cycle que par le grand cycle de l'eau. Ça me paraît être aussi un enseignement important. Merci à vous toutes et tous qui avez bien voulu vous exprimer lors de cette conférence. Merci à nos participants, participantes qui nous suivent à distance. Je vous rappelle d'une part que vous pourrez retrouver les présentations sur le site de Cyclo. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces échanges sous forme de replay. Après les avoir vus en direct sur YouTube, vous retrouverez ces séquences enregistrées ultérieurement. Et n'hésitez pas à les faire connaître et à diffuser très largement le lien si cette conférence vous semble intéresser d'autres personnes de votre entourage. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver pour ceux que ça intéresse et que ça concerne pour la conférence suivante qui démarrera à 11h30 précise, consacrée aux solutions basées sur la nature ou fondées sur la nature face au changement climatique. Merci de votre attention, merci à nos intervenantes et intervenants et à tout à l'heure. 3, 2, 1. Here we go!